Le cœur d'Anne battait encore quand elle referma la porte du bureau directorial. 28 ans, et elle venait enfin de décrocher le poste de ses rêves, directrice créative de l'agence Lumière et Associés, sur les Champs-Élysées. 10 années de lutte acharnée depuis son arrivée de Dijon avec une petite valise et d'immenses ambitions. Elle contempla Paris par la baie vitrée. Cette ville l'avait tout enseigné, parfois brutalement. Fille d'un ancien fonctionnaire de préfecture et d'une institutrice retraitée, elle avait dû conquérir chaque opportunité dans ce monde parisien où les réseaux et les origines comptaient autant que le talent. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, « Papa et moi sommes si fiers. Tu mérites cette promotion. » Anne sourit amèrement. Si seulement il savait le prix de cette réussite. Depuis 6 ans, elle envoyait discrètement 800 € chaque mois à la maison familiale bourguignonne. Pour les études de médecine de Léa, officiellement. Pour aider ses parents retraités avec les charges de leur vieille maison, officieusement. Un sacrifice qu'elle n'avait jamais mentionné, par fierté et par amour. Elle ouvrit son application bancaire. Son compte affichait exactement 5 000 € d'économie, l'argent qu'elle mettait de côté depuis 3 ans pour enfin acheter un studio dans le 11e arrondissement. Son rêve de devenir vraiment parisienne, propriétaire de ses 4 murs. Mais aujourd'hui était différent. Cette promotion méritait d'être célébrée dignement, entourée de ceux qu'elle aimait. Sa famille, ses amis d'enfance restés en Bourgogne, ses collègues parisiens qui l'avaient soutenue, tous réunis pour marquer ce tournant de sa vie. « Je vais organiser la plus belle fête », murmura-t-elle en composant le numéro du traiteur de son village natal. L'idée lui était venue naturellement, louer la salle des fêtes de sa commune d'origine, près de Dijon. Un retour aux sources pour célébrer sa consécration parisienne. Le symbole parfait. 1 heure plus tard, tout était réservé. La salle pour le week-end prochain, le traiteur bourguignon réputé, même un petit orchestre local. 5 000 € exactement. Ses économies d'appartement transformées en investissement de bonheur. Elle appela ensuite Léa à Lyon. « Allô ma puce ? Oh, salut Anne. » La voix de sa sœur semblait étrangement lasse. « Tu as entendu la nouvelle ? Je suis promue. Directrice créative. J'organise une grande fête samedi prochain au village. » Un silence. Puis, c'est formidable Anne. Félicitations. Ça va ? Tu as l'air bizarre. Non, juste fatiguée. Les partiels approchent, tu sais. Anne fronça les sourcils. Depuis plusieurs semaines, leur conversation dominicale habituelle était devenue courte, distante. Léa, d'ordinaire si bavarde sur ses études de médecine, répondait par monosyllabes. « Tu viendras, j'espère ? » « Bien sûr. À samedi. » Après avoir raccroché, Anne resta songeuse. Quelque chose clochait chez sa petite sœur, mais elle ne parvenait pas à identifier quoi. Léa traversait peut-être une période difficile à l'université. La 6e année de médecine était réputée éprouvante. Elle secoua la tête. Samedi, tout s'arrangerait. Ils seraient tous ensemble, comme avant. Sa famille découvrirait enfin son univers professionnel parisien, ses collègues rencontreraient ses racines provinciales. Le mélange parfait de ces deux mondes. Son assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Anne ? Monsieur Dubois souhaite vous voir pour préparer la transition. »« J'arrive. » Elle rangea son téléphone, ajusta sa veste et se dirigea vers son nouveau bureau. Dans 1 semaine, elle serait officiellement directrice. Dans quelques jours, elle célébrerait ce triomphe avec tous ceux qui comptaient. Si seulement elle avait su que certains d'entre eux préparaient déjà tout autre chose. 3 jours avant la fête, Anne prit le TGV pour Dijon. Le paysage bourguignon défilait derrière la vitre, réveillant une nostalgie familière. Bientôt, elle retrouverait sa maison d'enfance, cette bâtisse en pierre qui sentait encore la cire d'abeille et les confitures de sa mère. Sa mère l'accueillit avec un sourire étrange, presque nerveux. « Ma chérie, tu es rayonnante. Paris te va si bien. » Anne remarqua immédiatement les cernes sous les yeux maternels, et cette façon qu'avait sa mère de triturer ses mains, un tic d'anxiété qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Maman, j'ai hâte de voir les derniers préparatifs. »
Le traiteur a confirmé le menu que nous avions choisi? Le sourire maternel vacilla une seconde. Ah, justement, j'ai fait quelques petits changements. Rien d'important. J'ai pensé qu'un menu plus festif serait mieux. Plus adapté à l'événement. Anne fronça les sourcils. Elles avaient passé 1 heure au téléphone à choisir ce menu ensemble. Un repas élégant mais raisonnable, dans le budget prévu. Quel changement exactement? Oh, du foie gras en entrée, du saumon fumé, une pièce montée, des choses plus raffinées pour tes invités parisiens. Le cœur d'Anne se serra. Ces ajouts coûtaient facilement 1 000 € supplémentaires. Maman, le budget était serré. Comment allons-nous payer la différence? Ne t'inquiète pas ma chérie. C'est arrangé. Cette réponse évasive ne rassura pas Anne. Sa mère évitait son regard, s'affairant à ranger des couverts déjà parfaitement alignés. Le lendemain matin, en cherchant ses anciens albums photos dans l'armoire familiale, Anne découvrit des documents qui la glacèrent. Des factures froissées, cachées sous une pile de draps, bijouterie Monet, Dijon, pour 800 €, et plus troublant encore, la maison du mariage, robes et accessoires, pour 1 200 €. Son sang ne fit qu'un tour. Elle descendit à la cuisine où sa mère préparait le déjeuner. « Maman, peux-tu m'expliquer ces factures ?» Le visage maternel pâlit en voyant les papiers. « C'est pour les surprises de ta fête, ma chérie. Tu verras samedi. » Des surprises à 2 000 €? Maman, nous n'avons pas les moyens. Anne, fais-moi confiance. Tout est sous contrôle. Mais le ton de sa mère sonnait faux, presque suppliant. Anne remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Cette même après-midi, son père rentra de son habituelle partie de cartes au café du village, l'air préoccupé. Il s'enferma dans son bureau et Anne l'entendit passer plusieurs coups de téléphone à voix basse. Elle saisit quelques mots au passage. « Samedi, c'est important, la famille y sera là. » L'inquiétude d'Anne grandit quand elle tenta de joindre Léa. Sa sœur ne répondait pas, chose inhabituelle. Elle finit par appeler l'appartement étudiant de sa sœur à Lyon. Ce fut sa colocataire qui décrocha. « Léa ? Ça fait 3 semaines qu'elle ne vient plus en cours. Elle a dit qu'elle avait des problèmes familiaux à régler. » Anne raccrocha, abasourdie. Léa avait raté ses partiels du premier semestre sans rien dire à personne. Dans leur famille où la réussite scolaire était sacrée, c'était impensable. Elle composa le numéro de sa sœur, qui répondit enfin. « Léa, où es-tu? Ta colocataire dit que tu ne vas plus en cours. » Un long silence. Puis, d'une voix tendue. « Je vais bien Anne. On en parlera samedi, d'accord? Léa, qu'est-ce qui se passe? Tu me caches quelque chose. Samedi, Anne. Promis. » Et elle raccrocha. Ce soir-là, Anne dîna avec ses parents dans un silence pesant. Chacun semblait porter un secret. Sa mère picorait à peine son assiette, son père consultait son téléphone constamment. L'atmosphère était électrique, comme si tous attendaient quelque chose. En montant se coucher dans sa chambre d'adolescente, Anne ressentit une angoisse grandissante. Ces mystérieuses factures, les changements de menu, l'absence de Léa au cours, les coups de téléphone secrets de son père, tout semblait converger vers cette fête qu'elle avait organisée pour célébrer sa réussite. Elle s'endormit difficilement, rongée par un pressentiment terrible. Demain, elle découvrirait ce que sa famille lui cachait depuis des semaines. Et elle n'était pas du tout préparée à ce qui l'attendait. Anne arriva à la salle des fêtes communales avec 2 heures d'avance, comme toujours quand elle organisait quelque chose d'important. Elle avait à peine dormi, hantée par les découvertes de la veille. Mais rien ne l'avait préparée au spectacle qui l'attendait. Devant l'entrée de la salle, une bannière géante proclamait « Félicitations aux futurs mariés Léa et Thomas ». Anne se figea, certaine de mal voir. Ses yeux parcoururent fébrilement les décorations. Partout, des compositions florales blanches et dorées remplaçaient les arrangements colorés qu'elle avait commandés. Des rubans, fiançailles, ornaient les chaises. Sur la table d'honneur trônait un livre d'or marqué « Pour les amoureux ». Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. « Anne, tu es là ?» Sa mère apparut,
vêtue d'une robe bleu marine qu'Anne ne lui connaissait pas, un collier de perles au cou. Elle rayonnait d'un bonheur qui semblait forcé. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Anne désigna la bannière d'une main tremblante. « Ma chérie, j'allais t'expliquer. Léa et Thomas ont décidé de se fiancer. N'est-ce pas merveilleux ? Quand ils nous ont annoncé la nouvelle il y a 2 semaines, nous avons pensé que c'était l'occasion parfaite. Toute la famille sera réunie. » Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'occasion parfaite ? Maman, c'était ma fête. Ma promotion. Mes 5 000 €. Voyons Anne, ne sois pas égoïste. Ta sœur mérite d'être heureuse. Et puis, une promotion, ce n'est qu'un travail. Mais un mariage, c'est sacré. Ces mots frappèrent Anne comme des gifles. Sa mère parlait de 10 années de lutte parisienne comme d'un détail insignifiant. Où est Léa ? Elle arrive avec Thomas. Tu vas voir, c'est un garçon formidable. Interne en chirurgie à Lyon, d'une excellente famille. Exactement ce qu'il faut à notre Léa. Anne découvrit alors que Thomas était ce copain d'études que Léa mentionnait vaguement depuis quelques mois. Un jeune homme qu'elle n'avait jamais rencontré, jamais vu en photo, comme si sa sœur avait volontairement gardé cette relation secrète. Les premières voitures arrivèrent. Anne reconnut sa tante Marguerite, son oncle Bernard, ses cousins. Tous souriaient, tenant des cadeaux emballés. Visiblement, tous étaient au courant sauf elle. « Félicitations pour ta sœur », lança cousin Paul en l'embrassant. « Et ta promotion aussi, bien sûr. » Sa promotion reléguée en simple note de bas de page. Anne se dirigea vers la cuisine où les traiteurs s'affairaient. Le menu avait effectivement changé, foie gras, saumon fumé, et au centre, une imposante pièce montée de mariage remplaçant le gâteau personnalisé qu'elle avait commandé avec l'inscription « Bravo Anne ». « Excusez-moi », dit-elle au chef traiteur, « il y a une erreur. Cette fête était pour ma promotion professionnelle. » L'homme la regarda avec embarras. « Madame, votre mère nous a contactés mardi. Elle a dit que les plans avaient changé. Nous avons été payés pour des fiançailles. » Payés. Avec son argent. Ses économies d'appartement transformées en célébration du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est alors que Léa fit son entrée, au bras d'un jeune homme blond en costume. Elle était radieuse dans une robe blanche que Anne reconnut, celle de la facture cachée dans l'armoire. Thomas semblait mal à l'aise, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Léa aperçut Anne et se dirigea vers elle, les yeux brillants de larmes. « Anne, je suis désolée. Je voulais te le dire, mais... » « Mais quoi ? Tu voulais me dire que tu utilisais ma fête pour tes fiançailles ? Que tu as laissé papa et maman dépenser mon argent ? Ce n'était pas prévu comme ça. Thomas a été muté soudainement à Marseille après son internat. On doit se fiancer rapidement pour... » Léa s'interrompit, comme si elle allait en dire trop. « Pourquoi, Léa ?» Sa sœur détourna le regard. À cet instant, Anne comprit qu'il y avait encore autre chose. Quelque chose de plus grave que cette simple histoire de fiançailles précipitées. Les invités s'installaient dans la salle, commentant joyeusement la « surprise » des fiançailles. Ses collègues parisiens semblaient perdus, ne comprenant pas pourquoi ils étaient là. Ses amis d'enfance levaient leur verre au bonheur de Léa. Anne réalisa avec amertume qu'elle était devenue figurante dans sa propre fête. Pire, elle était devenue la méchante sœur qui ne se réjouissait pas du bonheur familial. Son père s'approcha, l'air grave. « Anne, il faut qu'on parle. Tout de suite. » Son ton ne souffrait aucune discussion. Anne le suivit vers la cuisine, pressentant que le pire restait à venir. Dans la cuisine, loin du brouhaha de la fête, Anne fit face à ses parents. Sa mère évitait son regard, s'affairant nerveusement autour des plateaux de service. Son père, lui, la fixait avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas, un mélange de défi et de désespération. « Papa, j'exige des explications. Comment avez-vous pu faire ça ?» Son père se massa les tempes avant de répondre. « Anne, tu ne comprends pas notre situation. Depuis que j'ai été licenciée de la préfecture il y a 6 mois, nous... » Licenciée ? Anne sentit le sol se dérober à nouveau. « Mais maman m'a dit que tu étais à la retraite. »
Les compressions budgétaires, continua son père amèrement. 30 ans de service, balayés d'un trait de plume. À 58 ans, qui voudra de moi? Sa mère intervint d'une voix tremblante. Nous vivons avec ton argent depuis des mois, Anne. C'est 800 € que tu envoies, sans ça, nous ne pourrions pas payer les charges de la maison. Anne encaissa le choc. Ses parents retraités étaient en réalité des chômeurs sans ressources, survivant grâce à elle. Et les études de Léa? Ses parents échangèrent un regard coupable. Léa a redoublé sa 6e année, avoua sa mère. Elle risque l'exclusion de médecine. Mais nous ne pouvions pas le dire. Dans notre milieu, avoir un médecin dans la famille. Vous avez menti à tout le monde. Son père se redressa, retrouvant soudain de l'autorité. Nous avons préservé l'honneur familial. Et d'ailleurs, nous avons dit aux voisins, à ta tante Marguerite, à tous nos amis, que tu finançais généreusement les études de ta sœur. Que tu étais une fille modèle qui n'oubliait pas sa famille malgré ta réussite parisienne. Anne réalisa l'ampleur de la manipulation. Ils avaient transformé son sacrifice secret en légende dorée, se parant de la générosité de leur fille. Et ce n'est pas tout, continua son père. Nous avons dû contracter un prêt de 20 000 € pour rénover la maison. Ton nom figure comme caution solidaire. Le sang d'Anne se glaça. Impossible. Je n'ai jamais signé ça. Tu nous avais donné procuration pour tes impôts l'année dernière, tu te souviens? Nous avons étendu cette autorisation. C'est de l'escroquerie. Sa mère éclata en sanglots. Nous n'avions pas le choix. Les dettes s'accumulaient. Le crédit immobilier de la maison, les charges, les réparations urgentes de la toiture. Et l'argent du prêt? Où est-il passé? Nouveau silence coupable. Il a servi à éponger nos arriérés, admit son père. Sinon, nous perdions la maison. Anne réalisa qu'elle était piégée dans un engrenage dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Ses parents avaient utilisé son nom, sa réussite, son argent, pour maintenir une façade sociale qui s'effritait. J'en ai assez. Je vais dire la vérité à tous ces gens là dehors. Son père la saisit brutalement par le poignet. Anne découvrit un homme qu'elle ne connaissait pas, le visage durci par la peur et la colère. Tais-toi, ou tu vas tout détruire. Me détruire quoi? Ma vie basée sur vos mensonges? Ta réputation. Tu crois que c'est facile d'être la fille qui abandonne sa famille dans le besoin? Tu sais comme les ragots circulent vite en province. Qui voudra d'une égoïste qui laisse tomber ses parents au chômage? Le chantage était aussi clair que brutal. Et à Paris? Tu crois que tes patrons apprécieront d'apprendre que leur nouvelle directrice a des problèmes familiaux? Que sa famille raconte partout qu'elle les a abandonnés? Anne sentit l'étau se resserrer. Dans le monde professionnel français, l'image de stabilité familiale comptait énormément. Des rumeurs sur son égoïsme pourraient effectivement nuire à sa carrière naissante. Nous te demandons juste de faire semblant ce soir, supplia sa mère. Souris pour les photos, félicite ta sœur. Demain, nous trouverons une solution. Et mes 5 000 €? Considère ça comme un investissement dans l'harmonie familiale. Anne regarda ses parents, ces gens qui l'avaient élevée, aimée, soutenue pendant ses études. Ces mêmes personnes qui la chantageaient maintenant avec un cynisme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dehors, elle entendait les rires des invités, le tintement des verres. Sa fête continuait sans elle, transformée en célébration du bonheur d'autrui financé par sa ruine. Son père relâcha son poignet. Alors? Tu fais le bon choix? Anne massa son poignet douloureux, fixant ses deux visages qui attendaient sa soumission. Dans cette cuisine où elle avait grandi, elle comprit qu'elle avait deux options, se taire et accepter d'être leur victime à vie, ou briser cette chaîne de mensonges une bonne fois pour toutes. Elle se dirigea vers la porte, sous le regard inquiet de ses parents. Il était temps que tout le monde connaisse la vérité. Anne retourna dans la salle des fêtes, le cœur battant. Les 60 invités étaient attablés, savourant le foie gras payé avec ses économies d'appartement. Léa et Thomas trônaient à la table d'honneur, lui visiblement mal à l'aise, elle rayonnante dans sa robe blanche de 1 200 €. Ses collègues parisiens semblaient perdus au milieu de cette assemblée provinciale. Sophie,
sa plus proche amie de l'agence, lui adressa un sourire interrogateur depuis sa table. Les voisins du village commentaient joyeusement la « belle surprise » de ses fiançailles. Sa tante Marguerite exhibait déjà son cadeau, un service de porcelaine dans un écrin doré. Anne se dirigea vers la petite estrade où l'orchestre local prenait une pause. Le micro était là, noir et tentateur. Ses parents sortirent de la cuisine à cet instant, surpris de la voir près de l'équipement sonore. Son père lui adressa un regard d'avertissement. Sa mère porta une main à sa gorge, comprenant instinctivement ce qui allait se passer. Anne saisit le micro. Le système de sonorisation émit un léger grésillement qui attira l'attention générale. Les conversations s'éteignirent progressivement. « Bonsoir à tous. » Sa voix porta dans le silence soudain. Léa leva les yeux vers elle, pâlissant instantanément. « Je voudrais vous remercier d'être venu ce soir pour célébrer, officiellement, les fiançailles de ma sœur Léa. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Anne prit une profonde inspiration. « Mais puisque vous êtes tous là, laissez-moi vous raconter l'histoire complète de cette soirée. » Le ton de sa voix avait changé. Plus dur, plus déterminé. Son père fit un pas vers elle, mais Anne le stoppa d'un regard. Cette fête était initialement organisée pour célébrer ma promotion à Paris. J'ai dépensé 5 000 €, toutes mes économies, pour louer cette salle, engager ce traiteur, vous inviter tous. 5 000 € que j'économisais depuis 3 ans pour acheter mon premier appartement. Les visages commençaient à changer d'expression. Certains fronçaient les sourcils, d'autres regardaient ses parents avec surprise. Mais il y a mieux. Depuis 6 ans, j'envoie 800 € par mois à ma famille. Officiellement pour les études de médecine de Léa. En réalité, parce que mon père a été licencié il y a 6 mois et que mes parents n'ont plus aucun revenu. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Sa tante Marguerite écarquilla les yeux. Pendant ce temps, ils ont contracté un prêt de 20 000 € en utilisant mon nom comme caution, sans mon accord. Et ils ont raconté à tout le village que j'étais une fille généreuse qui aidait spontanément sa famille, créant ainsi ma réputation de « fille modèle ». Son père tenta de l'interrompre. « Anne, tu ne sais pas ce que tu dis, le stress de ta promotion. » « Le stress ?» Anne eut un rire amer. « Papa, Léa a redoublé sa 6e année de médecine et risque l'exclusion. Mais vous préférez maintenir le mensonge plutôt que d'avouer que votre stratégie familiale s'effondre. » Léa se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Anne, arrête. Tu ne comprends pas. »« Ah bon ? Alors explique-moi pourquoi tu as cessé d'aller en cours il y a 3 semaines. Explique-moi pourquoi tes fiançailles étaient si urgentes qu'il fallait voler ma fête pour les célébrer. » Thomas posa une main protectrice sur l'épaule de Léa, mais même lui semblait bouleversé par ces révélations. Anne reprit, sa voix portant dans le silence total. « Je voulais que vous sachiez tous que cette mascarade se termine ce soir. Je ne financerai plus une famille qui me ment, me manipule et me fait chanter. Une famille qui transforme ma réussite en leur faire-valoir social. » Les réactions furent immédiates et contrastées. Plusieurs couples âgés du village se levèrent et quittèrent la salle, visiblement scandalisés par ce lavage de linge sale en public. D'autres, notamment les plus jeunes, restaient figés, partagés entre fascination et malaise. Sophie et ses collègues parisiens échangèrent des regards entendus. Dans leur monde urbain et libéral, ils reconnaissaient une situation de manipulation familiale qu'ils avaient souvent observée. Cousin Paul se leva. « Anne, tu exagères. Une famille, ça se serre les coudes. » Se serrer les coudes, oui. Mais pas dans le mensonge et le chantage. Sa mère tenta une dernière manœuvre. « Ma chérie, tu es fatiguée. Cette promotion t'a mise sous pression. Nous comprenons. » Mais Anne l'interrompit. « Non maman. Je ne suis ni fatiguée ni sous pression. Je suis lucide pour la première fois depuis des années. » Elle reposa le micro sur son support. Dans le silence qui suivit, on entendait seulement le tic-tac de l'horloge municipale et le bruissement des nappes dans le vent qui entrait par les fenêtres ouvertes. Léa se précipita vers la sortie, Thomas sur ses talons. Environ un tiers des invités les suivirent, certains par solidarité, d'autres par gêne. Ceux qui restaient semblaient pétrifiés,
ne sachant plus quelle attitude adopter. Anne descendit de l'estrade. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle se sentait étrangement libérée. Pour la première fois de sa vie adulte, elle avait dit sa vérité sans phare ni diplomatie. Sophie s'approcha d'elle et lui serra la main. « Bravo », murmura-t-elle simplement. Mais Anne savait que les vraies conséquences de cet éclat ne faisaient que commencer. De retour dans son studio parisien du 11e arrondissement, Anne contemplait la ville qui scintillait par sa fenêtre. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'éclat de vérité, et le silence de sa famille était assourdissant. Pas un appel, pas un message. Comme si elle avait cessé d'exister du jour au lendemain. Son téléphone vibra. Un texto de cousin Paul, toute la famille parle de ton comportement. Maman dit que Paris t'a changé, que tu es devenue arrogante et que tu renies tes origines. C'est vrai? Anne éteignit son téléphone sans répondre. Elle connaissait la machine à rumeurs provinciale. À l'heure qu'il était, tout le village avait sa version de l'histoire, Anne la Parisienne ingrate qui avait humilié sa famille devant tout le monde. Le lendemain matin, son banquier l'appela. « Mademoiselle, nous devons nous voir rapidement. Il y a des irrégularités sur votre dossier de caution solidaire. » 2 heures plus tard, dans l'agence bancaire froide et aseptisée, Anne découvrit l'ampleur du désastre financier. Le prêt de 20 000 € contracté par ses parents était effectivement à son nom. Pire, ils avaient déjà raté 2 mensualités. Vos parents ont utilisé une procuration que vous leur aviez donnée pour vos déclarations fiscales, expliqua le conseiller en poussant une liasse de documents. Techniquement, c'est légal, mais moralement. Anne parcourut les papiers. Sa signature, imitée grossièrement. Des revenus surévalués. Une situation professionnelle embellie. Ses parents avaient construit un dossier de mensonge en utilisant sa réussite comme garantie. Et si je refuse de payer? Vous êtes solidairement responsable. En cas de défaut, nous saisirons vos biens. Votre salaire, votre compte épargne. Anne réalisa qu'elle était piégée dans un engrenage juridique dont elle ne pourrait se défaire facilement. Ce soir-là, Léa l'appela enfin. Sa voix était brisée, presque inaudible. « Anne, il faut qu'on se parle. Je peux venir à Paris? Pourquoi maintenant? Tu ne m'as pas adressé la parole depuis samedi. S'il te plaît. C'est important. » Le lendemain, Léa apparut à sa porte. Anne eut un choc en voyant sa sœur, elle avait maigri, ses traits étaient tirés, et elle portait des vêtements amples qui dissimulaient mal un ventre légèrement arrondi. « Tu es enceinte », constata Anne sans préambule. Léa éclata en sanglots. De 3 mois. C'est pour ça que les fiançailles étaient si urgentes. Thomas, ses parents viennent d'une famille de médecins lyonnais très conservatrice. Quand ils ont appris pour le bébé, ils ont exigé un mariage rapide pour sauver les apparences. Tout s'expliquait enfin. La précipitation, le secret, la transformation de sa fête en cérémonie de fiançailles. Et maintenant? Thomas m'a quitté hier. Ses parents ont découvert mes échecs en médecine et la situation financière de notre famille. Ils ont dit que c'était une mésalliance et ont menacé de le déshériter s'il m'épousait. Anne sentit sa colère s'évaporer face à la détresse de sa sœur. Léa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Papa et maman m'ont dit que tu finançais nos études par générosité, que tu aimais jouer les grandes sœurs protectrices. Ils disaient que c'était normal pour une Parisienne qui réussit d'aider sa famille de province. Anne comprit alors l'ampleur de la manipulation. Ses parents avaient transformé son sacrifice en légende familiale, faisant d'elle une distributrice automatique humaine qui donnait par plaisir plutôt que par amour. Et mes 800 € mensuels? Une partie allait vraiment à mes études. Mais le reste? Papa avait des dettes qu'il cachait à maman. Des investissements ratés, des crédits à la consommation. Maman, elle, achetait compulsivement pour maintenir notre rang social face aux voisins. Anne découvrait que sa famille était un château de cartes financier qui s'effondrait depuis des années, maintenu artificiellement par son argent. Tu savais pour le prêt frauduleux? Léa secoua la tête. J'ai appris ça hier. Papa est paniqué. Il dit que sans ton aide, ils vont perdre la maison. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire?
Je ne sais pas élever un enfant seul, sans diplôme, sans argent. J'ai peur, Anne. Pour la première fois depuis des jours, Anne sentit son cœur se serrer pour sa sœur. Léa était autant victime que coupable dans cette histoire. Il faut que tu saches, Léa. Je ne peux plus financer cette mascarade. Plus jamais. Sa sœur hocha la tête. Je comprends. Mais, tu pourrais m'aider autrement? Pas financièrement. Juste, être ma sœur? Anne regarda cette jeune femme brisée qui portait un enfant et réalisa que derrière les mensonges familiaux, il y avait aussi de l'amour véritable à sauver. Mais d'abord, elle devait apprendre à se protéger elle-même. La semaine suivante, Anne prit rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine recommandé par Sophie. Elle devait absolument trouver une solution légale pour se libérer de cette caution solidaire qui hypothéquait son avenir. Marc Kervégan l'a reçue dans son bureau du 15e arrondissement. La trentaine, costume sobre, regard franc derrière des lunettes discrètes. Son accent breton perçait légèrement quand il parlait, ce qui rassura immédiatement Anne. « Votre situation est complexe mais pas désespérée », annonça-t-il après avoir étudié son dossier. La procuration utilisée par vos parents était limitée aux déclarations fiscales. L'étendre à un engagement financier constitue un abus de confiance. Anne sentit un immense soulagement. Enfin quelqu'un qui comprenait qu'elle était victime et non complice. Nous pouvons contester cette caution devant un tribunal. Mais cela prendra du temps et coûtera cher en frais d'avocat. Combien de temps? 6 mois minimum. En attendant, je vous conseille de bloquer tous vos comptes au-delà des prélèvements essentiels. Et surtout, plus aucun virement à votre famille. Cette dernière phrase frappa Anne. Pour la première fois de sa vie adulte, quelqu'un lui donnait officiellement l'autorisation de dire non à sa famille. Au fil des rendez-vous suivants, Marc se révéla être bien plus qu'un simple conseiller financier. Originaire de Quimper, il avait lui aussi fui l'étroitesse de sa Bretagne natale pour s'épanouir à Paris. « Je comprends votre culpabilité », lui dit-il un jour en fermant son dossier. Dans nos régions, celui qui réussit devient automatiquement le pilier financier de la famille élargie. C'est culturel, presque génétique. Anne fut surprise par cette intimité soudaine. Vous aussi? Ma mère me réclamait de l'argent pour mes frères chômeurs, mes cousins en difficulté, même pour les réparations de la chapelle familiale. J'ai mis des années à comprendre que générosité et exploitation sont deux choses différentes. Cette conversation marqua un tournant. Anne réalisa qu'elle n'était ni folle ni égoïste, mais simplement victime d'un système familial dysfonctionnel. Sur les conseils de Marc, elle commença une thérapie avec la docteure Lemaire, psychologue spécialisée dans les manipulations familiales. Le cabinet, situé près du Luxembourg, était un havre de paix où Anne apprit à mettre des mots sur son vécu. Vous présentez un syndrome classique d'enfant parentifié, expliqua la thérapeute lors de leur 3e séance. Vous êtes devenu l'adulte responsable de votre famille très jeune, probablement à l'adolescence. Anne repensa à ses 16 ans, quand sa mère avait traversé une dépression après la mort de sa propre mère. C'était elle qui gérait les courses, les devoirs de Léa, même certaines factures. Sans s'en rendre compte, elle était devenue indispensable. En France provinciale, cette pression est particulièrement forte, continua la docteure Lemaire. L'enfant qui réussit porte le prestige de toute la lignée. C'est un fardeau culturel énorme. Ces séances libérèrent progressivement Anne d'une culpabilité qu'elle portait depuis des années. Elle découvrit qu'aimer sa famille ne signifiait pas accepter d'être exploitée par elle. Parallèlement, ses rapports avec Marc évoluaient. Il l'invita d'abord pour un café après un rendez-vous professionnel, puis pour un dîner dans un bistrot du Marais. Anne appréciait sa simplicité, si différente des codes de séduction parisiens qu'elle connaissait. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux », lui dit-il un soir en la raccompagnant. Dire la vérité devant 60 personnes, ça demande une force incroyable. Ou une folie momentanée, répondit Anne en souriant. Non. Du courage. J'aurais voulu avoir votre audace avec ma propre famille. Au bureau, Anne excellait dans son nouveau poste. Libérée du stress financier familial, elle trouvait dans le travail une source d'épanouissement authentique. Ses campagnes créatives impressionnaient les clients, et son équipe appréciait son style de management,
ferme mais bienveillant. Sophie remarqua rapidement ce changement. Tu rayonnes depuis quelques semaines. Ce serait pas le beau conseiller financier par hasard? Anne rougit légèrement. Marc et elle se voyaient régulièrement, mais elle n'osait pas encore qualifier leur relation. Après des années de rapports familiaux toxiques, elle redécouvrait doucement ce qu'était une relation saine, basée sur le respect mutuel et l'égalité. Un mois après l'éclat de vérité, Anne reçut son premier salaire de directrice sans l'envoyer automatiquement en Bourgogne. Elle l'utilisa pour racheter des meubles pour son studio, s'offrir des vêtements qui lui plaisaient vraiment, investir dans son bien-être. Pour la première fois depuis des années, elle vivait pour elle-même. Mais au fond d'elle persistait une inquiétude sourde. Comment allait réagir sa famille face à cette nouvelle Anne qui refusait de se sacrifier? 3 mois après l'éclat de vérité, Anne coulait des jours paisibles dans sa nouvelle vie parisienne. Sa thérapie progressait, sa relation avec Marc s'approfondissait naturellement, et au bureau, elle enchaînait les succès créatifs. Elle commençait même à envisager un déménagement dans un appartement plus grand du 11e arrondissement. Un dimanche matin pluvieux, on sonna à sa porte. Anne ouvrit et eut un choc. Léa se tenait sur le palier, trempée par la pluie. 6 mois de grossesse avaient transformé sa silhouette, mais ce qui frappa le plus Anne fut son visage amaigri et ses yeux cernés de fatigue. « Léa, qu'est-ce que tu fais là? Je peux entrer? S'il te plaît. » Anne la fit asseoir sur son canapé et lui prépara un thé chaud. Sa sœur évitait son regard, tournant nerveusement sa tasse entre ses mains. « Thomas m'a quitté la semaine dernière », lâcha finalement Léa. Définitivement cette fois. Anne s'assit en face d'elle, attendant la suite. Ses parents ont mené leur petite enquête sur notre famille après ton discours. Ils ont découvert les dettes de papa, mes échecs en médecine, toute la vérité quoi. Sa mère a dit textuellement que c'était une mésalliance inacceptable et qu'il le déshériterait s'il m'épousait. La voix de Léa se brisa. Thomas a essayé de résister au début. Mais quand ils ont menacé de lui couper les vivres pour finir son internat, il a cédé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas sacrifier sa carrière de chirurgien pour quelqu'un comme moi. Anne sentit sa colère monter, non pas contre Léa, mais contre cette bourgeoisie lyonnaise qui jugeait les gens sur leur compte en banque. Et le bébé? Il refuse de le reconnaître. Il dit que si j'accouche, ce sera mon problème, pas le sien. Anne encaissa le choc. L'homme que leur famille avait présenté comme le gendre idéal révélait sa vraie nature, un lâche qui abandonnait une femme enceinte pour préserver son confort social. « Léa, il faut que tu saches quelque chose, » dit Anne en prenant les mains de sa sœur. « Je ne peux plus vous aider financièrement. Plus jamais. »« Je sais, » murmura Léa. « Et tu as raison de refuser. » Cette réponse surprit Anne. Elle s'attendait à des suppliques, des reproches, des tentatives de manipulation. Papa et maman t'ont menti depuis le début, continua Léa. Ils m'ont toujours dit que tu envoyais cet argent parce que ça te faisait plaisir, que tu aimais jouer les grandes sœurs protectrices. Ils disaient que c'était normal pour une Parisienne qui réussit d'aider sa famille de province. Anne réalisa l'ampleur de la manipulation. Ses parents avaient transformé son sacrifice en plaisir égoïste, la déresponsabilisant moralement aux yeux de Léa. Mais ce n'est pas tout, reprit sa sœur, les larmes aux yeux. Maman a un problème que papa cache depuis des années. Elle achète compulsivement. Des vêtements qu'elle ne porte jamais, des objets de décoration qu'elle entasse dans le grenier, des bijoux qu'elle range dans des tiroirs. Tout ça en se justifiant par la nécessité de maintenir notre rang face aux voisins. Anne comprenait enfin pourquoi l'argent qu'elle envoyait ne suffisait jamais, pourquoi il fallait toujours plus, toujours des urgences à financer. Les factures que tu as trouvées dans l'armoire, ce n'était qu'une partie. Maman dépense des centaines d'euros par mois en achats inutiles. Papa essaie de limiter les dégâts, mais il n'ose pas l'affronter directement. Anne réalisa que sa famille était un système défaillant à tous les niveaux, un père lâche, une mère malade, et 2 filles prises au piège de leurs mensonges. « Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ? » Parce que j'en ai assez de mentir. Et parce que... Léa hésita, puis se lança. J'ai besoin d'aide, Anne. Pas d'argent. Mais j'ai besoin de ma sœur. Pour la première fois depuis des mois, Anne vit la vraie Léa, plus la petite princesse gâtée qu'elle connaissait,
mais une jeune femme brisée qui assumait enfin ses erreurs. Qu'est-ce que tu comptes faire pour le bébé? L'élever seule. J'ai trouvé une formation d'infirmière auxiliaire à Paris. C'est court, ça débouche sur un emploi, et ça me permettra de subvenir à nos besoins. Anne fut impressionnée par cette détermination nouvelle. Et tu comptes vivre où? Je ne sais pas encore. Mais je ne retournerai pas chez papa et maman. Je ne veux plus faire partie de cette mascarade. Anne regarda sa sœur, cette femme enceinte qui avait enfin trouvé le courage de dire non à leur famille dysfonctionnelle. Elle reconnaissait dans ses yeux la même résolution qu'il avait portée, elle, le soir de l'éclat de vérité. D'accord, dit-elle simplement. Je vais t'aider. Mais à ma façon, avec mes conditions. Anne posa ses conditions à Léa avec la clarté qu'elle avait apprise en thérapie. Pas d'argent, mais un accompagnement émotionnel et pratique si sa sœur faisait de vrais efforts d'indépendance. Léa accepta sans négocier, consciente qu'elle n'avait plus le choix. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Anne aida Léa à s'inscrire dans une formation accélérée d'infirmière auxiliaire à l'hôpital Saint-Louis. 6 mois de cours intensifs qui débouchaient sur un emploi stable et un salaire décent. Léa s'installa temporairement dans une chambre de bonne du 18e que Marc avait trouvé par ses relations professionnelles. C'est petit, mais c'est à moi, dit Léa en caressant son ventre de 7 mois. Pour la première fois de ma vie, je ne dépends de personne. Anne fut touchée par cette transformation. Sa sœur découvrait l'autonomie avec l'émerveillement d'une enfant qui apprend à marcher. Le moment le plus difficile fut la confrontation avec leurs parents. Anne et Léa prirent le train pour Dijon un samedi matin, déterminés à poser des règles définitives. Leurs parents les reçurent dans le salon familial, visiblement tendu. Leur mère avait vieilli, les traits tirés par l'anxiété. Leur père semblait résigné, comme un homme qui sait que sa stratégie a échoué. « Nous ne venons pas négocier, » annonça Anne. « Nous venons vous informer de nos décisions. » Elle expliqua calmement, plus aucun financement de sa part, mais une aide ponctuelle à Léa si celle-ci respectait ses engagements de formation. Leurs parents pouvaient accepter cette nouvelle donne ou perdre complètement leur fille. « Tu ne peux pas nous abandonner, » protesta leur mère. « Nous sommes ta famille. » « Être famille ne signifie pas accepter d'être exploité, » répondit Anne. « Si vous voulez nous garder dans votre vie, il faut apprendre à nous respecter. » Léa, surprenante de maturité, ajouta. « Maman, il faut que tu soignes ton problème d'achat compulsif. Sinon, tu couleras papa avec toi. » Leurs parents acceptèrent finalement, n'ayant plus d'alternative. Le dialogue était ouvert, mais sur de nouvelles bases. 2 mois plus tard, Marc emmena Anne dîner dans leur bistrot habituel du Marais. L'ambiance était détendue, comme toujours avec lui. Pas de grand spectacle ni de mise en scène, juste leur intimité complice. Au moment du dessert, il sortit discrètement une petite boîte de sa poche. « Anne, je ne te ferai pas de grands discours romantiques. Nous savons tous les deux que nous sommes bien ensemble. Veux-tu m'épouser ?» La simplicité de la demande émut Anne plus que tous les drames sentimentaux qu'elle avait pu imaginer. « Oui, » répondit-elle en souriant. « Mais je veux un mariage civil simple. Pas de faste, pas de comédie sociale. » Marc éclata de rire. « Parfait. Une cérémonie à la mairie du 11e, et puis un bon dîner avec nos vrais amis. » Anne avait enfin trouvé un homme qui partageait ses valeurs, l'authenticité plutôt que les apparences. Au bureau, son évolution personnelle se reflétait dans son management. Elle devint naturellement la confidente de plusieurs jeunes femmes de l'agence qui vivaient des situations familiales complexes. Camille, chargée de clientèle de 26 ans, lui confia un jour qu'elle finançait en secret les études de ses 3 frères en banlieue. « J'ai l'impression d'être une machine à billets, » avoua-t-elle. « Mais si j'arrête, ma mère dit que je trahis mes origines. » Anne reconnut immédiatement le chantage affectif qu'elle avait subi. Camille, aider sa famille, c'est généreux. Être exploité par elle, c'est destructeur. Il faut apprendre la différence. Elle commença à organiser des déjeuners informels avec ces jeunes femmes, partageant son expérience sans donner de conseils moralisateurs. Juste témoigner qu'il était possible de s'en sortir. Sophie, toujours perspicace, lui fit remarquer un jour. «
Tu sais que tu es en train de révolutionner la mentalité de cette boîte? Ces filles osent enfin dire non à leur famille toxique. Anne sourit. Sa souffrance prenait enfin un sens, elle servait à épargner la même galère à d'autres. Le soir, en rentrant chez elle, elle regardait souvent par sa fenêtre les lumières de Paris. Dans quelques semaines, Léa accoucherait et commencerait sa nouvelle vie d'infirmière et de mère célibataire. Marc et elle se marieraient simplement, sans fanfare ni manipulation familiale. Pour la première fois depuis des années, Anne envisageait l'avenir avec sérénité. Un an jour pour jour après l'éclat de vérité, Anne organisait enfin sa vraie fête. Cette fois, dans le loft du 11e arrondissement qu'elle avait pu acheter grâce à sa promotion et aux économies libérées de l'emprise familiale. 80 mètres carrés baignés de lumière, avec une terrasse qui dominait tout Paris. Elle avait invité uniquement les personnes qui comptaient vraiment, ses collègues de l'agence, quelques amis d'enfance restés loyaux, et bien sûr Léa. Pas de manipulation, pas de faux semblants. Juste l'authenticité qu'elle avait mis tant d'années à conquérir. Léa arriva en fin d'après-midi, portant dans ses bras le petit Jules, 3 mois, fruit de ses amours déçus avec Thomas. Elle rayonnait d'une fierté nouvelle, celle d'une femme qui subvient seule aux besoins de son enfant. « Tu es magnifique », dit Anne en prenant son neveu dans ses bras. Léa sourit, fatiguée mais sereine. 6 mois d'infirmière de nuit aux urgences, c'est épuisant, mais j'adore ce travail. Et Jules grandit si vite. Anne observa sa sœur, cette jeune mère de 26 ans qui avait trouvé sa voie loin des rêves médicaux imposés par leurs parents. Léa avait découvert que sauver des vies ne passait pas forcément par un diplôme de médecine. Vers 19h, quand tous les invités furent rassemblés sur la terrasse, Anne prit la parole. Pas de micro cette fois, juste sa voix portée par l'émotion. Il y a exactement un an, je célébrais ma promotion dans une mascarade organisée par d'autres. Ce soir, je célèbre mes 30 ans et ma vraie réussite entourée de personnes qui me respectent. Les applaudissements fusèrent, chaleureux et sincères. J'ai 2 annonces à vous faire. La première, j'ai été promue directrice régionale de l'agence Lumière et Associés. Je vais superviser nos bureaux de Lyon, Marseille et Bordeaux. Sophie poussa un cri de joie. Anne avait gravi un échelon supplémentaire, cette fois en toute légitimité. La seconde annonce. Marc s'approcha d'elle, souriant. Marc et moi nous marions le mois prochain. Une cérémonie simple à la mairie du 11e, suivie d'un dîner avec nos vrais amis. Cette fois, les applaudissements redoublèrent. Camille, la jeune chargée de clientèle qui avait suivi l'exemple d'Anne face à sa famille toxique, essuya une larme d'émotion. Anne reprit, sa voix portant dans le silence attentif. Cette année m'a enseigné que l'amour véritable ne demande jamais de se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, pas l'utiliser pour son propre confort. Dire non quand il le faut peut sauver une relation plutôt que la détruire. Elle regarda Léa, qui berçait Jules contre elle. Ma sœur et moi avons reconstruit notre lien sur de nouvelles bases, le respect mutuel et l'honnêteté. Nous nous aimons enfin sans nous mentir. Léa hocha la tête, les yeux brillants. Nos parents suivent une thérapie familiale en Bourgogne. Le chemin sera long, mais pour la première fois, ils admettent leurs erreurs. Cette famille brisée apprend lentement à guérir. Anne leva son verre de champagne vers les lumières de Paris qui s'allumaient une à une dans le crépuscule. À tous ceux qui ont le courage de choisir l'authenticité plutôt que les apparences. À tous ceux qui osent dire la vérité même quand elle dérange. À la liberté d'être soi-même. Le toast résonna dans la nuit parisienne, porté par des voix émues et sincères. Plus tard, quand les invités se furent dispersés et que Léa fut repartie avec Jules endormi, Anne et Marc restèrent seuls sur la terrasse. La tour Eiffel scintillait au loin, et le brouhaha de la ville montait doucement jusqu'à eux. Marc prit Anne dans ses bras et l'entraîna dans une danse lente, sans musique, juste bercée par les bruits de Paris. Anne ferma les yeux, savourant cette paix qu'elle avait mis si longtemps à trouver. « Tu regrettes parfois ?» murmura Marc. « Quoi donc ? » « D'avoir tout cassé ce soir-là. Ta famille, tes illusions ?» Anne ouvrit les yeux et regarda l'homme qu'elle allait épouser, cet homme qu'il aimait pour ce qu'elle était vraiment, pas pour ce qu'elle pouvait apporter. « Non » répondit-elle avec certitude. « Parfois,
il faut détruire les mensonges pour construire sa vérité. Ils continuèrent de danser sous les étoiles parisiennes, deux âmes libres qui avaient choisi de s'aimer sans condition ni chantage. Anne avait enfin trouvé sa famille, celle qu'on se choisit plutôt que celle qu'on subit. Dans quelques semaines, elle commencerait sa nouvelle fonction en dirigeant des équipes dans toute la France. Léa élèverait Jules en femme indépendante. Leurs parents apprendraient peut-être, avec l'aide de thérapeutes, à aimer sans posséder. Et Anne dansait, libre enfin, sous le ciel de sa ville adoptive qui lui avait tout appris, l'ambition, la solitude, la trahison, mais aussi l'amour véritable et la fierté d'être soi-même. Elle avait 30 ans, une carrière brillante, un homme qui la respectait, et une famille recomposée dans l'honnêteté. Sa vraie vie ne faisait que commencer.